Tout est politique, bonsoir et bienvenue sur i24 News. La barbarie, ce sera le thème majeur de notre émission aujourd'hui avec Hervé Gourdel, ce Français de 55 ans, guide de haute montagne qui a été sauvagement décapité il y a quelques heures, quelques jours, tué parce qu'il était français. Christian Mallard, bonsoir. Bonsoir. Ben écoutez, c'est clair, aujourd'hui, l'étau de la barbarie se resserre et on décapite à 55 minutes de Marseille par avion. Nous en parlerons largement avec notre invité exceptionnel dans la seconde partie de Tout est politique, avec le philosophe Bernard-Henri Lévy. Anita Hausser, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler du retour de Nicolas Sarkozy. Un retour tonitruant, puisqu'il a occupé les antennes, les colonnes des journaux pendant tout le week-end dernier. Et il tient son premier meeting en province ce jeudi soir. Tout est politique, restez avec nous. Barack Obama appelle le monde entier à s'allier contre l'État islamique. C'est inédit, la mort de ce Français, l'assassinat de ce Français. C'est la première fois, Christian, que la France est directement visée par l'État islamique. Il fallait s'y attendre. Je crois que le président Hollande, le Premier ministre Valls et toute la classe politique française qui a fait montre aujourd'hui d'une grande dignité face à ce qui s'est passé, savait que ça pouvait nous arriver. Naturellement, nous sommes impliqués, et à juste titre, et là-dessus je crois qu'il faut soutenir François Hollande, on est impliqués dans les combats contre cette barbarie incarnée par l'État islamique en Irak, en Syrie et maintenant dans le Maghreb. D'où l'interdiction qui a été faite par le gouvernement français à nos concitoyens de se rendre dans 30 pays du Maghreb, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, à juste titre. Donc maintenant, c'est sûr que la menace, elle pèsera davantage. Il peut y avoir des attentats sur notre territoire, des intérêts français à l'étranger, des Français pris en otage à l'étranger. C'est ce qui nous guette. Mais ce qui est d'inédit aussi, c'est que c'est la première fois qu'on sort des zones traditionnelles. On n'est pas en Irak, on n'est pas en Syrie, nous sommes à Alger. Nous sommes dans l'est de l'Algérie, dans cette zone montagneuse qui est difficile d'accès, en Kabylie, pas loin de Tizi Ouzou. Et c'est vrai que là, il y a un certain nombre. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a un certain nombre de réseaux islamistes. Mais quoi, ce sont des franchises de l'État islamique en Algérie? Alors voilà. Il y avait jusqu'à présent des réseaux islamistes qui s'y sont repliés dans cette zone montagneuse de la Kabylie. C'était jusqu'à présent des réseaux qui étaient inféodés à Naïman al-Zawahiri, le leader d'Al-Qaïda. Mais il y a maintenant des défections, si je puis dire. Dans ces réseaux, on a des réseaux de radicalisation, des gens qui trouvent que Al-Qaïda est complètement has-been, permettez-moi l'expression, et aujourd'hui, ces réseaux sont inféodés, veulent montrer qu'il y a acte d'allégeance à l'État islamique. Et ce qui est arrivé, c'est que notre pauvre concitoyen, Gourdel, a été pris en otage par ces réseaux-là et qu'il a été décapité. Avant, on pouvait tenter de négocier avec les gens d'Al-Qaïda, ceux qui ont pris nos otages au Mali, dans toute cette région du Sahel. Là, on ne négocie pas. C'est un groupe qui n'était pas inconnu quand même. Pas inconnu, non, parce qu'il vient de se créer. Il y a 3 réseaux qui ont fait acte d'allégeance à l'État islamique, enfin à Daesh, comme on l'appelle. Donc c'est récent. Ces réseaux, jusqu'à présent, Anita, étaient inféodés à Al-Qaïda. Mais c'est quoi? En fait, en gros, ils ont regardé les vidéos de décapitation, ils se sont dit, voilà, nous, on peut faire pareil pour montrer, en gros, au siège de l'État islamique... ils ont fait de la surenchère et pour montrer qu'ils étaient dignes d'être intégrés dans leur mouvement à l'État islamique. Et voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, on décapite. Alors, il y a quelques jours, Barack Obama a appelé, depuis le siège des Nations Unies, il a appelé le monde à s'unir face à cette menace. Je vous propose de l'écouter. La nuit dernière, sur mes ordres, les forces armées américaines ont débuté des frappes contre des cibles de l'État islamique en Syrie. J'ai été clair, les États-Unis pourront agir contre des cibles à la fois en Irak et en Syrie, de sorte de ne laisser aucun répit à ces terroristes. Christian, pensez-vous que Barack Obama a le monde entier avec lui? Il a pris la mesure de la gravité de la situation. J'allais dire, enfin. Il se réveille. Il a fallu quand même 3 décapitations, 2 américaines, 1 anglaise et maintenant une française. Et il y en aura d'autres malheureusement. Et donc là, il essaye de fédérer, de montrer que l'Amérique aujourd'hui, elle ne veut toujours pas jouer le rôle de gendarme du monde. Je le répète, comme ça a été le cas sous Reagan ou sous George W. Bush. Lui, c'est l'anti-George W. Bush. Mais en même temps, il est conscient qu'il ne peut pas rester inactif. Donc il intervient, il essaye de fédérer. Alors, fédérer, c'est assez facile avec la France. La Grande-Bretagne va rentrer dans le jeu, puisque M. Cameron va faire voter une décision au Parlement britannique très prochainement. Donc on aura les Anglais, il y a les Français, les Américains, les Australiens, les Canadiens, on compte dessus. Là où je me dis qu'il faut qu'Obama fasse attention, c'est avec les pays de la coalition arabe. Pour moi, le pays le plus fiable, c'est la Jordanie du petit roi Abdallah. Mais l'Arabie Saoudite... Mais l'Arabie Saoudite, attendez, l'Arabie Saoudite, elle rentre dans le jeu, ce qui est très bien.
ce qui est très bien, pays des lieux saints de l'islam. Sauf que l'Arabie Saoudite... Le Qatar aussi. Oui, enfin, attendez, l'Arabie Saoudite, elle a jusqu'à présent, elle a changé, Dieu merci, elle a financé des réseaux islamistes pour acheter sa propre sécurité. Le Qatar, je m'excuse, mais le Qatar joue un double jeu. Le Qatar joue un double jeu avec la coalition d'un côté, mais en finançant. Alors vous me direz, il y a des particuliers, c'est peut-être pas le plus haut niveau de l'État, mais il y a quand même un certain nombre de particuliers liés à l'État qatari, liés au Shir, qui financent par derrière l'État islamique. Le Koweït, pareil. Mais le grand problème qui se pose aujourd'hui, c'est que fait-on de l'Iran ? On entend quand même beaucoup de discours de gens avisés, ce que je ne suis pas toujours, notamment en la matière, qui disent on ne peut pas laisser l'Iran en dehors du jeu. Il faut que les États de la région fassent partie de cette coalition et que l'Iran en fasse partie. Merci Anita de venir dans ma cour iranienne, j'apprécie beaucoup. Moi l'Iran, vous savez ce que j'en pense, c'est un État qui n'est pas fiable. C'est un État terroriste qui soutient des terroristes. On négocie avec eux. Plus que le Qatar ou l'Arabie Saoudite L'Iran, on est obligé de faire avec, en effet, parce que l'Iran, elle joue avec Bachar el-Assad, elle peut exercer des pressions sur Bachar el-Assad. L'Iran dirige, si je puis dire indirectement, l'Irak. On sait que le régime irakien aujourd'hui est complètement inféodé à l'Iran. Ce sont des chiites qui marchent avec des chiites. Et si vous voulez, aujourd'hui, l'Iran ne dit pas trop, elle acquiert tacitement sur l'intervention américaine parce que ça l'arrange. Ça l'arrange qu'on aille en aide à un régime qui lui est inféodé, donc le régime irakien. Ça l'arrange qu'on vienne lutter contre l'État islamique qui est à l'intérieur de la Syrie, parce que ça fait le jeu aussi de son allié Bachar el-Assad. Mais pour l'instant, ça se passe bien. On fait avec l'Iran. Mais quid après, une fois qu'on aura fait le sale boulot ? Est-ce que les Iraniens vont jouer le jeu avec les Occidentaux, avec les États-Unis? On discute sur le nucléaire, et je répète, et Elisabeth le sait depuis longtemps, elle connaît ma théorie là-dessus, on ne peut pas faire confiance à l'Iran sur le nucléaire. Et l'Iran aura le nucléaire, et nous serons les grands dupes de ce jeu. Christian, dernière question. Un conseil de sécurité extraordinaire présidé par Barack Obama a adopté une résolution sur les djihadistes. Qu'est-ce que c'est que cette résolution? C'est une résolution contraignante qui a été adoptée, ce qui est quand même intéressant, à l'unanimité, ça veut dire y compris par les Russes, qui n'ont pas toujours joué le jeu avec nous. Alors elle est contraignante, elle exige, je ne sais pas comment on va faire, elle exige de tous les États qu'on puisse interdire à des jeunes djihadistes, comme on en a en France, 930, d'aller se battre. Mais comment allons-nous vérifier ça? Vous me posez une colle, comment allons-nous vérifier? Elle exige aussi qu'on interdise tous les réseaux de financement dont nous venons de parler avec vous et avec Anita. Finalement, tout ce contrôle, ça ne va pas passer par Internet. Attendez, il y a quand même le nœud de tout ça, c'est quand même Internet et les réseaux sociaux. Il est là le problème. Mais Internet se surveille. Oui, Internet se surveille, mais enfin, là, ce ne sont que des belles paroles. Je trouve que c'est bien. Bravo. Résolution contraignante. Bravo Barack Obama, là, vous nous dites. Oui, bravo pour la proposition. Mais comment on va faire dans les actes? Là, la question, moi, je demande à voir. Et là-dessus, je suis très prudent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de monde pour surveiller tout ça. Voilà, c'est ça le problème aussi. Tout est politique. Le retour de Nicolas Sarkozy, c'est maintenant. Nicolas Sarkozy a fait son retour. Là, c'est vraiment officiel. Première intervention politique, première intervention télévisée de l'ancien président. Il s'est offert l'image d'un homme neuf qui a pris du recul. Enfin, c'est ce qu'il a l'air de montrer. On le regarde. Qu'est-ce qui reste de la longue série d'anaphores, vous savez, moi président? Une longue litanie de mensonges. Vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit. J'ai essayé de dire aux Français la vérité. Et d'ailleurs, ils l'ont compris, puisque même si j'ai été battu de si peu, même si j'ai été battu, parce que je n'ai pas menti. Réfléchis en me disant, non seulement j'ai envie, mais j'ai pas le choix. Je dois rendre à mon pays une partie de tout ce qu'il m'a donné. Anita Hausser, vous le connaissez bien, Nicolas Sarkozy. Il dit que François Hollande a menti. Lui, est-ce qu'il nous dit la vérité là sur le plateau télévisé? En l'occurrence, oui. Il dit qu'il énumère toutes les promesses non tenues de François Hollande. Donc François Hollande a menti. C'est vrai. C'est vrai. Et il dit qu'il a été battu de peu. Mais il a été battu. Et je veux dire, c'est ce qu'il n'arrive pas à intégrer, justement. Il n'a pas encore digéré. Ah, je pense que c'est pas possible. Est-ce qu'il veut se poser en sauveur de la France ou est-ce que c'est uniquement un désir de revanche par rapport à M. Hollande qu'il traite de menteur indirectement? Non, je pense qu'il veut se poser en sauveur parce que, bon, il n'a pas intégré son échec. Il se dit, zut, si j'étais là, je ferais autrement. C'est vrai qu'il a une énergie... Débordante, mais inégalée
dont François Hollande n'a pas fait preuve jusqu'à présent, même si c'est un homme déterminé et de sang-froid, contrairement à ce qu'on croit. Mais Nicolas Sarkozy, en fait, je pense qu'il n'a pas vraiment changé. Parce que si vous avez regardé l'émission dans son entier... 46 minutes, hein. Ouais. Un record. Un record. Le début, il s'est montré un homme posé, qui a justement réfléchi, qui a pris du recul, le vieux sage, un peu le vieux sage. Ses erreurs. Et puis à un moment donné, il a été un peu piqué au vif par Laurent Delahousse, et alors là, il est reparti comme il est, c'est-à-dire un homme vif, pour ne pas dire un peu débordant, et parfois un peu agressif, mais finalement c'est ce qu'on aime aussi chez lui. Enfin, c'est ce que ses partisans aiment. Vous pensez que ça sera quelqu'un qui ne sera plus capable d'utiliser cette expression « tire-toi, sale con » ? Ah, je pense que là, il va quand même essayer de se Il va faire attention à ce qu'il dit. Parce que ça fait des dégâts terribles. Sûr. Alors, vous parliez de ses partisans. Qui sont ses soutiens aujourd'hui? Parce que quand on regarde les sondages, les sympathisants de l'UMP le voient président 2017 à 75%. C'est un sondage Europe 1. Mais les Français, oui. C'est toujours Alain Juppé? Pour le moment, c'est toujours Alain Juppé. Non, mais on va assister à une bagarre extraordinaire, à une guerre des chefs comme les... À gauche. Mais comme il s'est passé comme à déjà gauche et comme à droite. Alors déjà, les gens ont du mal à s'y faire parce qu'on va élire le président de l'UMP. Bon, ça va être Nicolas Sarkozy. Mais est-ce que ça va s'appeler l'UMP? Parce qu'il parle d'une nouvelle formation. Attendez, laissez-moi faire parce que ça va se passer en 2 étapes quand même. Oui, donc on va élire le président de l'UMP. Nicolas Sarkozy a dit « je veux tout changer ». Donc il va changer le nom, d'autres l'ont fait, Chirac l'a fait avant lui. Après on a créé l'UMP, c'était une fédération, on avait assemblé les libéraux et les gaullistes. Bon, ça marche plus ou moins. Et donc il va changer les statuts. Et c'est là où les Athéniens vont s'atteindre, c'est que les statuts prévoient des primaires pour départager les candidats à la candidature présidentielle. Là, il va se placer au-dessus des primaires, lui? Il va, avec les nouveaux statuts, il va essayer de ne pas organiser de primaires. Parce que ses partisans commencent déjà à expliquer que finalement, écoutez, est-ce que c'est bien la peine que des électeurs de gauche viennent désigner le candidat de la droite? Or, le Parti socialiste a fait des primaires ouvertes et il y a vraisemblablement des électeurs de droite qui sont allés voter aux primaires socialistes. Donc les primaires ouvertes, c'était un vrai progrès. Si elles n'ont pas lieu, je ne donne pas cher de la présidentielle à droite. Est-ce que la nouvelle vague de la droite, par exemple, est-ce qu'un Le Maire ou d'autres peuvent être un véritable danger pour Sarkozy? Parce que Le Maire est passé récemment sur plusieurs médias et j'ai trouvé qu'il était plutôt convaincant. Il s'impose de plus en plus. Le Maire est l'homme qui monte. C'est une somme de sagesse. D'abord, il a de l'expérience parce qu'il a été directeur de cabinet de Dominique de Villepin. Et être directeur de cabinet du Premier ministre, c'est un des postes les plus exposés, les plus durs. Il a très bien assumé. Bon, après, il a été ministre. Il a été séduit par Nicolas Sarkozy, qui vraiment lui a fait un charme fou pour qu'il entre au gouvernement, parce que c'était un fidèle de Villepin. Maintenant, il prend ses distances. Il pense que son heure est arrivée, peut-être pas tout de suite, mais... je crois que les Français, et ça, enfin, les sondages vont sans doute le montrer, veulent du neuf. Donc, mais 55% des Français ne veulent pas du retour de Sarkozy. Et dans le même temps, je vois que M. Juppé propose un seul mandat présidentiel s'il est élu. Alors, est-ce que Juppé incarne aujourd'hui cette forme de sagesse que les Français aiment bien avoir, quelqu'un de calme, de posé? Pour le moment, il l'incarne. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup entendu. Il n'est pas... je veux dire, il dit des choses... Il est très sensé. Il est... posé. On attend de lui une grande déclaration quand même. On attend quelque chose. C'est en train de venir. C'est-à-dire, il a fait son blog où il expose un peu son projet, il fait des émissions télé. Donc ça vient il y va très progressivement. C'est le contraire de la méthode Sarkozy. Et il part avec un allié, ça c'est très important, il part avec François Bayrou. Tout est politique. Les images de la semaine. Anita Hausser, votre image de la semaine, ce sont les avions d'Air France, dont on va voir les images tout de suite, qui sont restés cloués au sol. Là, ils sont encore cloués au sol depuis plus d'une semaine, à cause d'une grève des pilotes. Cette grève est absolument insensée, parce que les pilotes, évidemment, ce sont les grands privilégiés d'une compagnie d'aviation, et singulièrement d'Air France, on a étalé le montant de leur salaire un peu partout. Entre 15 000 € pour un commandant de bord et un copilote entre 8 et 10. Donc on va pas les plaindre, mais le problème c'est le statut de ces pilotes, puisque Air France veut créer une filiale
au Portugal, de droit portugais, c'est-à-dire que les pilotes auraient beaucoup moins d'avantages, seraient moins payés, voilà, et surtout devraient plus voler. Donc ça c'était votre image de la semaine. C'était mon image de la semaine, parce que c'est symbolique des blocages de la société française. Voler plus et gagner moins. Oui, comme travailler en quelque sorte. Christian, votre image de la semaine, c'est vous avez choisi le pape qui, en Albanie, lors de sa première visite dans un pays européen, a appelé à s'élever contre les extrémismes religieux. Ben, il est très bien, ce pape. Il est formidable, même si je préférais Jean-Paul II. Celui-là est formidable parce que il touche le point sensible. La lutte contre l'extrémisme, les extrémismes, contre la barbarie. Et je pense qu'il va continuer à amener ce combat. Il va être à la pointe du combat et on a vraiment besoin de lui. Merci beaucoup. Merci Anita Hausser d'avoir été parmi nous cette semaine. Christian Mallard, vous restez avec moi sur le plateau. Nous allons accueillir dans quelques instants, juste après les infos, un invité exceptionnel, Bernard-Henri Lévy. À tout à l'heure.